Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble l'épisode de Monday Night Raw du 24 février 2020. Nous étions à Winnipeg, dans le Canada, et avec moi pour m'accompagner, j'ai l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yareb, salut tout le monde. Bon voilà, ça faisait 16 ans qu'on n'était pas allé de ce côté-ci, dans le Manitoba, région désertique du Canada. Je vois que tu as travaillé. Oui. Oui, quand je te dis en antenne, ma sœur y a vécu pendant quelques années. Ah, Tout comme Chris Jericho, tu l'as dit. oui, en effet. Et c'est vrai que c'est le vide intersidéral là-bas. Hein. On Ah, s'y je ne fait connais chier. pas du tout. Oui. Bah, c'est Mm. pour ça qu'ils avaient l'air si heureux de voir la WWE débarquer, alors nos amis de Winnipeg, parce qu'il y avait de l'ambiance. Hein. Il y avait une grosse ambiance et on les comprend. Je pense une fois par Il ne se génération. passe pas grand-chose. Ouais. C'est ça. Ah, c'est les grandes plaines désertiques, Ouais. très venteuses. Ils ont vu les camions de la WWE arriver au loin, monter leurs chapiteaux. Ouais. Les cirques arrivent en ville là. Oh là là. Bon, bah, un qui a foutu le bordel, un qui a foutu le cirque, c'est Randy Orton. Il a foutu le bordel, Ouais. il a tout gâché. Tout gâché. Il a tout gâché. La fête est gâchée à cause de Randy. Il a effectivement, il s'est attaqué à Edge. Il nous raconte que hey, c'est marrant, tiens, il avait 24 ans, il y a 15 ans. La dernière fois que Winnipeg avait accueilli Monday Night Raw, donc effectivement, ça fait un petit bout de temps. Il était champion intercontinental. Et il s'est fait, tout simplement, il s'est pris une grosse patate dans la tronche par un homme qui s'est révélé être un peu son sauveur, celui qui l'a remis sur le droit chemin. Cet homme, ce sauveur, c'était évidemment Edge, son frère. Donc c'est marrant comment ils arrivent à rassembler, à rattacher tous leurs wagons à WWE. Oui, ça, ils sont forts. Hein. Ouais. Et si Edge était là ce soir, eh ben il n'aurait pas pu être là. Enfin, il explique qu'il n'a pas pu être là à cause de ce qu'il lui a fait. Mais surtout, concrètement, Orton, il s'attend pas à ce qu'on comprenne ses agissements. Même si nous, on a une petite idée à catch-up, j'imagine que tu as une petite idée. Ouais. Ouais, bah voilà. Mais bon, il s'attend pas à ce que nous, on comprenne. Parce que Non, le public c'est trop comprenne. compliqué. Trop compliqué, c'est des relations d'aine et d'amour. Il dit que c'est un frère, on sait que les relations fraternelles sont très compliquées. On fait des choses que seule une fratrie peut comprendre et les autres ne comprennent pas, et c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de huées, hein, évidemment, pour Randy Orton, qui est un peu le vrai ennemi public numéro 1, sauf que voici un autre champion local, si je puis dire, puisque Kevin Owens, le Canadien, débarque. Grosse pop pour Kevin Owens. Il nous explique que lui, il a un peu été le psy, malgré lui, d'un paquet de mecs qui ont perdu la boule pendant des mois. Et il a un petit souci avec Randy Orton. Il ne le croit pas. Il croit pas que Randy Orton l'ait fait en pensant bien faire. Il pense que tout ça, c'est des tarabistouilles et que il a démonté Matt Hardy et que surtout il nous a privé de quelque chose. Il a privé Kevin Owens de quelque chose. Quand Kevin Owens est arrivé à la WWE, ce qui était son rêve, il s'est dit, putain, je vais enfin pouvoir partager un jour le ring avec Edge. Sauf qu'entre-temps, Edge, c'était même avant ça, Edge avait été envoyé à la retraite, hein, évidemment, éloigné des cordes. Mais quand il est revenu, il s'est dit, oh putain, excellent, je vais enfin pouvoir affronter Edge. C'est mon rêve depuis que je suis gamin, évidemment. Et Orton, il a pris ce rêve à Kevin Owens et puis il se l'est foutu dans le derche. Et du coup, personne n'est content et encore plus Kevin Owens qui a la rage. Et donc, il veut se battre. Orton est d'accord, mais pas tout de suite. Et il repart et ce sera notre main event. Qu'est-ce que tu as pensé de cette intro à Winnipeg? Est-ce que ça valait le coup de se déplacer 15 ans après? Bah écoute, ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette intro. Je trouve qu'on continue à développer l'histoire là, le personnage de Randy Orton qui me plaît bien. Alors voilà, on l'avait dit les semaines précédentes que ce serait intéressant de voir finalement Randy Orton attaquer sur l'angle de en fait je l'ai fait pour son bien, vous pouvez pas comprendre. Il l'a pas encore dit très explicitement. Il reste encore très nébuleux. Mots, Il reste encore très nébuleux. Grosso modo, il dit qu'il l'aime comme un frère, qu'il est désolé du plus profond de son cœur,
mais il explique pas pourquoi il l'a fait, hein. C'est juste, voilà, vous pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué, c'est ce que tu as expliqué, c'est bien. Mais justement, voilà, on sent que derrière, on se dirige vers quelque chose qui, moi, me plaît pas mal, et que j'avais essayé d'élaborer un petit peu là la semaine dernière. C'était de se dire, en fait, c'est un petit peu, c'est un peu la promo de Shawn Michaels avec Ric Flair à l'époque quand ils avaient eu leur match de légende à WrestleMania. On va put the dog out of his misery, là, comme ils disent en anglais. C'est en fait, voilà, t'es trop vieux pour ces conneries, tu sais pas t'arrêter. T'aurais jamais dû revenir ou continuer. Je vais me charger pour toi de finir le travail, quoi. C'est un petit peu. On sent qu'on va un petit peu vers ça et ça me plaît pas mal. Que Randy Orton aille tout doucement. Ils veulent pas nous l'expliquer. On essaie de lui tirer les verres du nez. C'était Matt Hardy, maintenant c'est Kevin Owens. Il y en a un parce que c'était un ami de longue date, une légende. Lui parce que c'est un petit jeune qui aurait aimé voir Edge revenir. Enfin, on aborde un petit peu tous les angles. Donc je trouve que c'est vachement bien fichu. Ça avance tranquillou. On a toujours zéro news de Edge, qui c'est vrai, du coup, voilà, tout le monde joue un peu sur l'entretien du fantasme que voilà, Orton a vraiment buté Edge et qui reviendra jamais. Donc ça me plaît bien, ça me plaît bien. Je trouve que cette intro fonctionnait bien. En plus, Kevin Owens avait une pop de dingue. Ça nous propose un petit adversaire pour Randy Orton. Donc moi, j'aime la direction que ça prend et surtout la lenteur dans le développement qui est plutôt bien fichue. Ouais, on prend son temps. Perso, par exemple, je voyais le Orton versus Edge pour Super Showdown. Bah, clairement, oui. on n'y est pas. Non. On se le garde pour peut-être que ça va être finalement cette affiche va vraiment être pour WrestleMania, puisque comme tu l'as dit, on prend son temps, on joue sur vraiment, on va dire les tourments de Randy Orton qui mesure vraiment ses mots. On essaye de le secouer en envoyant effectivement différents protagonistes un petit peu qui vont essayer de lui tirer les verres du nez. On prend son temps pour cette histoire et je te rejoins, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de naturel. On sentait Oui, puis que ça fait plusieurs fois que les segments sonnent juste, je trouve. Parce qu'on fait ouais. beaucoup écho au réel, au passé et tout. C'est vraiment sympa. Ouais, le retour de Edge finalement a déverrouillé tout un, enfin, a délié pas les langues, mais vraiment on se retrouve dans une storyline où on boit les paroles des gars, quoi, et on se dit effectivement, enfin, ouais, j'imagine très bien que Kevin Owens est vraiment dégoûté Ah ouais. de pas avoir un match contre Edge alors que le bonhomme est revenu. Effectivement, c'est peut-être, je sais pas si c'est vraiment dommage, mais l'absence de Edge commence à être un petit peu, enfin, C'est vrai que c'est le seul truc où il y a zéro, même pas une interview, Ouais. rien. En fait, on se dit, bah attends, Il est dans le qu'est-ce qui se coma passe? ou Il est dans le coma, ouais, grave. le mec, il était à Winnipeg. Bon, je comprends que là, limite, c'est encore mieux de pas le montrer à Winnipeg, mais la frustration quand même de se dire que Ouais. le mec, il vient à Winnipeg, ils sont au Canada et Edge n'est pas là. Je suis impatient de le revoir quand même. Toi, une fois que Super Showdown sera passé, Ouais. je Non, pense c'est vrai qu'il y a qu'on l'Elimination Chamber encore entre les deux. il y a l'Elimination Mais Chamber. Est-ce que ça va jouer, est-ce que quelque chose va se passer à ce niveau-là pour l'Elimination Chamber? à voir. À voir. Pour l'instant, en tout cas, on a vraiment eu une super intro, un super opener. On continue, si tu veux bien, avec la Lucha Party Familia, la nouvelle division, hein, finalement, de la WWE. Des luchadors, petite interview de Garza et Vega. Garza qui fait les beaux yeux à Charlie Caruso, voilà, voilà, qui va rendre triste un peu Ringside, hein. Je pense que Ringside va prendre le micro, un de ces Oui, quatre. mais bon, c'est difficile de tenir la comparaison avec Angel Garza. He's a man. Et voilà, donc Garza va un petit peu nettoyer la famille là, parce que dans la famille, bah, c'est comme dans toutes les familles. On parle beaucoup de famille en ce moment, hein, finalement, de frères, de cousins. Mais c'est le fondement de tout, hein. Ouais, ça, le fondement à catch-up, on connaît. On a eu un gros match qui a suivi. Angel Garza et Humberto Carrillo se sont mis secs sur la tronche, là, 15 minutes de haute volée.
Gros match lucha avec des spots assez marrants, là, comme ils se sont retrouvés sur la tête à se foutre des claques dans la tronche. C'est excellent ça. Ouais. Les mecs se connaissent par cœur. Oui, mais ça explique pas vraiment qu'ils puissent se retrouver dans cette position-là, mais il y a comme beaucoup de gens. Tu vois, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Mais si on se mettait des claques dans la La tronche, tête à l'envers. la Ouais. tête dans la verre. La fin du match, c'est tout simplement, alors on s'échange. Il y a eu un spin kick de Carrillo. On tente un petit peu des roll-up. On s'échange les near Ouais, il y a un fall et petit enchaînement de roll-up. Ouais. ouais. Et Garza finit par obtenir la victoire. Grosse victoire pour Angel Garza ou Angel Garza. Comment on le prononce exactement? C'est pas facile. Dans un gros match qui a dû faire plaisir à notre ami Tonton Chris. Oh oui, les Est-ce que fans de Tonton est lucha. content d'après toi? Oh, je pense que Tonton est très très content. Et moi aussi. Parce que personnellement, c'est vrai que bah, tu l'as parlé, tu l'as dit là, tu l'as mentionné avant d'entamer le segment. On parle un peu d'une nouvelle division. C'est vrai que bon bah là on n'a pas eu Rey Mysterio cette semaine et Andrade était sans doute dans la coulisse parce que sa suspension se termine incessamment sous peu. Mais voilà, on a vraiment l'impression, c'est le sentiment que j'ai depuis 3-4 semaines, que nos amis mexicains remplacent finalement ce que 205 n'a jamais réussi à être, enfin en tout cas les Cruiserweight n'ont jamais réussi à être à la WWE à Raw. Bah voilà, c'est cette petite heure, cette petite demi-heure mexicaine qu'on a à Raw toutes les semaines. Moi, me divertit énormément. Ça propose un catch qui est complètement différent. Tu l'as dit, il y a des spots qui sont très marrants. Il y a des enchaînements de roll-up, de rana, de slingshot un peu dans tous les sens. Enfin, c'est du catch qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je trouve que à petite dose comme ça, à raison d'un match par semaine, avec des mecs qui maîtrisent extrêmement bien leur sujet, bah, ça apporte une touche en plus qui, moi, me donne, je continue à le dire, c'est ce que je dis chaque semaine, me donne envie à chaque fois d'allumer ma télé, de regarder Raw pour voir ce qu'ils vont nous sortir cette semaine. Et ils nous ont fait un match super sympa. La petite promo de Garza avec Vega avant le match, c'était très drôle parce que voilà, ils continuent à brouiller un peu. Voilà, on les présente comme le hottest couple, là, le couple le plus chaud de la WWE, alors qu'ils sont strictly business, hein, ils préfèrent toujours le préciser. Mais tu sens que c'est pas très net parce que c'est quand même un séducteur, il peut pas s'en empêcher. Alors, il séduit tout ce qui bouge, Garza, donc la dynamique est assez drôle. On a hâte de voir Andrade revenir là-dedans pour voir comment ça va un petit peu se passer, ce qui va y avoir un peu de jalousie et tout. Donc ouais, bah écoute, voilà, ça continue, c'est divertissant, c'est impressionnant, ça vole, ça me plaît bien. Ouais, non, et en plus, ouais, comme tu le dis, c'est pas à l'inverse presque de 205, là, on a une espèce d'histoire, une vieille histoire de famille, quoi. C'est pas grand-chose, mais ça met Non, du lien à tous ces combats et toutes ces passes d'armes, donc c'est ouais, c'est assez rafraîchissant finalement d'avoir cette petite demi-heure mexicaine, comme tu dis. À savoir que Andrade a passé le relais à Samoa Joe pour les 30. oui, Je oui, crois oui, que en là, effet, j'ai vu ça. il y a vraiment un spliff qui tourne, parce qu'on est passé quand même de Robert Roode à Andrade, et maintenant c'est Samoa Joe, donc ça tourne dans les Bah vestiaires. écoute, ouais, hein, chacun doit pouvoir avoir sa part. Donc, Faut juste faire attention pas que ça tombe au moment de WrestleMania, qui est une oui, ce serait spécialité de dommage. Samoa Là, vous êtes encore dans le timing, les gars. S'il y en a qui veulent tirer une petite latte, c'est la semaine prochaine, pas plus, hein. Bon, on reste dans le high flyer puisque l'autre chouchou de Tonton, Ah, c'est Riri. Make-A-Wish. L'autre Oui, chouchou Tonton, c'est Riri. C'est Rico. C'est Ricky. C'est Ricochet. c'est Make-A-Wish, c'est la Make-A-Wish Foundation qui a envoyé un de ses enfants. Ah oui, voilà, un petit enfant qui voulait participer, découvrir un peu les coulisses de la WWE et surtout avoir une petite séquence de câlins avec Brock Lesnar. Donc ouais, le 442e Make-A-Wish de la WWE. Ricochet, qui avait un match ce soir contre Luke Gallows. Bon, il a gagné, parce qu'il faut le bouquet fort Oui. pour l'Arabie Saoudite.
Ah oui. Et backstage, j'ai eu la petite confrontation avec. Ah non, ils sont même pas croisés en fait. Non, ils sont juste moqués en fait. AJ Styles, avant, après, on est parti sur autre chose. Je crois pas qu'ils soient croisés avec AJ Styles et Ricochet. Ils se sont juste moqués de lui. Oui, c'est ça. Après, Non, 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 ils sont ils ont pas. croisé Aleister Black, mais en fait. Oui, ils ont tabassé Aleister Black, mais ça, Bah, c'est en fait, toi, c'est marrant parce que j'ai trouvé que justement, toute cette séquence, c'est plutôt bien ficelé parce qu'on a vraiment tout s'est croisé sur 3 ou 4 matchs là, c'était assez fluide, oui. avec les promos. Bon, pas trop s'éterniser sur le match entre Ricochet et Luke Gallows, Non. puisque voilà, il fallait juste faire gagner le challenger. Mais il y a aussi après, donc ils ont croisé tout simplement Aleister Black et évidemment AJ Styles qui est en mode bully depuis plusieurs mois. Après s'être moqué de Ricochet, ils se sont mis tout simplement à attaquer Aleister Black. Et Aleister Black, visiblement, il s'est pris une grosse rouste parce qu'il va vendre l'agression pendant genre 1 heure, qui était assez Oui, ça avait pas l'air si dingue. violent que ça, mais ok. Ouais, en fait, il y a eu un match un petit peu plus tard, on va l'expédier, un match assez solide, parce que je dis: «On va l'expédier», mais un match assez solide Ouais. contre Eric Rowan, hein, la seconde, le partie 2, Numéro chapitre 2, 2, ouais. chapitre 2. Un match de 10 minutes où, ben, justement la blessure d'Aleister Black, qui boitait là comme un canard à qui on a cassé la patte, a presque permis à Eric Rowan de décrocher une victoire. Mais voilà, Eric Rowan, à un moment, il est balancé dans sa cage et sa cage s'est retournée, donc ça l'a un petit peu déconcentré et il s'est bouffé 2 Black Mass, je crois, hein, quand même, pour se faire étaler. Oui, Ou oui, alors oui, tout un à fait, petit tout à fait. enchaînement Oui, oui. et victoire de Aleister Black qui, du coup, lance un défi à AJ Styles pour la semaine prochaine. Ah, il perd pas de temps, hein. Là, c'est un homme pressé en ce moment, Aleister Black, hein. Il faut des matchs Le toutes les mec, semaines. pendant 1 an, il attendait dans sa cave. Après, Ouais. pendant 1 an, il a affronté des jobbers et maintenant le mec, il provoque AJ Styles. Qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? On sait pas, mais bon, écoute, ça continue, c'est bien. Ça monte en gamme, ces adversaires, semaine après semaine. Les Jobbers, Tozawa, Rowan maintenant, et puis bah, bientôt AJ Styles. Moi, ça me va bien. J'ai hâte de voir Bienvenue Aleister dans la Black contre vraie AJ Styles. mid-card. Bienvenue dans la vraie mid-card, voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, non, AJ Styles, Aleister Black, ça sent plutôt bon comme comme affrontement. Et puis le match Black et Rowan, j'ai beaucoup aimé Oui, aussi, hein. Il y a vraiment, ça ouais, va ouais, très c'est bien bien. d'affronter des Golgoth comme ça, là. La blessure, en plus, leur a permis de... Enfin, vendre la blessure, l'angle a permis de proposer un match un petit peu différent, une petite variation de celui de la semaine dernière. On continue à protéger un peu Eric Rowan là, avec son histoire de cage, comme ça, il était un peu distrait et tout. Non, moi j'ai trouvé ça, encore une fois, très solide. Déjà, la semaine dernière, c'était cool, j'ai plutôt bien aimé, ouais. Bon, après, par contre, c'est vrai que sceller 2 coups de poing Oui, de The aussi pendant 1 heure, ouais. bon, fallait Ils auraient peut-être pu y vraiment. aller un peu plus franchement sur le Ouais, beatdown, c'est là. ça. Ouais. C'est ce que je reproche, c'est qu'il aurait fallu avoir un gros beatdown. Ah, vraiment un énorme beatdown. Là, ça aurait été, Ouais. Il aurait fallu lui envoyer utile. les tubes en alu qui font du bruit, là, en Ah, coulisses, ding sur la ding ding tête et ding tout, ding. là. Oh, le truc, putain, mais Voilà. je dis, ils ont toujours pas inventé des tubes plus silencieux que ça, quoi, c'est vraiment. Puis qu'est-ce qu'ils foutent là, ces tubes, merde? Oui, il y en a dans toutes les stades, putain. Ah oui, dans chaque coin, chaque couloir, dès que la WWE débarque, les mecs, ils posent des tubes en métal qui font un bruit Et d'enfer, tiling, tiling, ouais. au cas où il y a un petit beatdown qui se prépare. Bon programme, enfin, pour Aleister Black. On a eu, alors, Edge s'est pas déplacé à Winnipeg, mais Brock Lesnar s'est déplacé à Winnipeg avec Paul Quand Heyman. même. Eh ouais. Bon, Paul Heyman nous a refait un petit peu son Paul Heyman show. C'est vrai qu'il faut vendre la menace Ricochet, ce qui est pas évident. C'est pas simple, hein, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc il dit que grosso modo, Brock Lesnar en doit un crochet, un uppercut à Ricochet, parce qu'on se souvient donc que Ricochet en avait placé une dans les valseuses de Brock Lesnar, ce qui avait entraîné toute une série d'événements malheureux pour la bête, et du coup une série d'événements plus heureux pour Drew McIntyre. Mais bon, voilà, cette fois-ci c'est différent. Si Ricochet gagne, alors il nous fait
C'est un de leurs gimmicks du moment. Ils utilisent beaucoup le what if et le if, tout au conditionnel. Il y a beaucoup de promos basées là-dessus. Et voilà, si Ricochet gagne, il va à WrestleMania, et si ça arrive, ben, ça change tout pour WrestleMania. Donc il nous fait une espèce de projection, une espèce d'Uchronie un peu improbable, où on vivrait dans un monde où Ricochet est champion de la WWE. Un monde où Chris est président du monde et, et Ricochet est champion WWE. Voilà, je pense que ce serait le même monde, effectivement. On est dans Sliders, la série télé, si vous vous souvenez. Effectivement, ça peut-être que sur les milliards de variations d'itérations de la planète, il y a peut-être une planète sur Il y en a bien laquelle une, hein. Ouais. Ricochet, une terre sur laquelle Ricochet est champion de monde WWE. Et bah, j'espère que Chris y est aussi et qu'il s'amuse bien là-bas, il profite. Bon, pas de balle pour notre Chris à nous, il est sur la mauvaise planète. Oui, pas de chance. Il est sur la planète où Brock Lesnar va complètement détruire Ricochet. Déjà, il est sur la planète où Ricochet a un match pour le titre WWE, ce qui est assez exceptionnel quand même. Oui, il y a probablement une planète où Ricochet n'est même pas à la WWE, où il s'est blessé à 17 ans. Oui, voilà, faut se dire qu'il y a quand même bien pire. Hein. Il travaille à un drive-in, il bosse au Burger King, là, il sert Kenny West et Kardashian au Burger King de Saint-Ouen. Bon voilà, bref, une promo bien exécutée par Paul Heyman. Bon, c'est un peu toujours la même. On commence un petit peu à plus trop. Je sais pas si Ricochet, je veux pas, pauvre. Mais on commence à plus trop accrocher, je trouve, à ces promos où on essaie de nous vendre l'impossible. La preuve, il s'en moque même. Oui, c'est encore une variation, mais oui, c'est d'ailleurs là le truc que je retiens de cette promo par rapport à quand il a pu avoir AJ Styles ou Bryan ou Finn Balor en challenger, le ton était vraiment dans la moquerie et dans le dédain, j'ai trouvé. C'était vraiment enfin voilà, et limite j'ai pas trop pigé d'ailleurs l'intérêt de la promo, parce que en soi voilà, ils disent ce que tout le monde pense tout bas. Ricochet a aucune chance et on se demande vraiment ce qu'il fout là. Mais à ce moment-là, je vois pas l'intérêt non plus de la promo, parce que c'est quoi, tu nous vends le fait que Brock Lesnar dimanche là va détruire Ricochet, donc ça veut dire qu'il faudrait que qu'on ait envie de voir ça là pour le pay-per-view. C'est pour ça qu'on brancherait notre télé. Non, en soi, on s'en fout de voir Brock Lesnar détruire Ricochet a priori. Et comme on n'arrête pas de nous répéter qu'il a aucune chance, et que même au niveau de son booking, franchement là, la semaine dernière, il a galéré pendant 8 minutes contre Karl Anderson. Après, on veut nous faire croire qu'il va une chance contre Brock Lesnar. Là, il a battu sans briller, vraiment dans l'indifférence générale, Luke Gallows. Je pense que c'est sans doute un des... on va dire que je m'acharne, mais de mémoire récente, franchement, pour un titre majeur, je vois pas de challenger plus fade et plus chiant que Ricochet. On est dans c'est même plus de la transition, là. C'est vraiment juste... on a presque l'impression qu'ils envoient un jobber local se faire écarteler par Brock Lesnar à Super Showdown. C'est vraiment... le mec ne fait même plus de promo, mais tant mieux pour lui, hein, parce que ça fait 2 semaines qu'il parle plus, mais ça lui évite de bégayer. Et puis bah là, voilà, il arrive à Super Showdown avec un max de momentum, hein, parce qu'il a détruit The aussi et je sais même plus qui avant. Il avait battu Bobby Lashley. Il y avait eu un bon match contre Bobby Lashley il y a 3 semaines. Là, je comprends pas pourquoi on n'est pas allé sur un truc un peu plus costaud. Il bat Bobby Lashley, ce qui, bon, ça, voilà, c'était bien, ça. C'était bien, c'est un même gabarit, ça montrait d'ailleurs. Face à un gabarit proche de Brock Lesnar, dans un match, comme tu l'as dit, qui était plutôt correct, plutôt bon même. Voilà, tu dis, ah tiens, ils vont le mec va glaner quelques victoires contre des costauds, et après il se tape Karl Anderson et Luke Gallows qui ont été suffisamment ridiculisés, ou voilà, qui végètent suffisamment en low card là pour ne représenter aucune menace et aucun crédit à les affronter, à gagner contre eux. Effectivement, ils auraient pu nous mettre d'autres combattants, d'autres adversaires d'un plus haut calibre. C'était le moment de le builder un petit peu plus quand même, je trouve, Ricochet. Mais bon, écoute, de toute façon, c'est pas comme si on en avait quelque chose à faire de ce match. Mais bon, c'est dommage. Voilà, tu as Brock Lesnar au final. C'est pour relancer sa seule et unique opportunité d'avoir un tel match, donc c'est vrai que c'est dommage de pas l'avoir fait. Mais bon, voilà, ça prouve aussi à quel point tout
ce pay-per-view n'est pas si, enfin, Ouais, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Tout le match, l'affiche suffit en elle-même, ils ont pas forcément besoin de trop se prendre la tête sur le booking. On a eu une interview, tu vas me dire ce que tu en as pensé quand même, de Drew McIntyre, Ah, backstage, par Charlie Caruso, elle était au four et au moulin. oui. Grosso modo, cette interview, on y a je sais pas, si on connaît déjà Drew McIntyre et son histoire, et a priori, on est censé la connaître parce qu'ils nous ont quand même pas mal gavé, et à juste titre, toi, enfin, on nous a expliqué qui était Drew McIntyre. Mais là, ils nous ont refait vraiment une espèce de petite biographie, là, express, sous forme d'interview, où il a raconté, toute son histoire, hein, de son chosen one, de son statut d'élu par Vince, à qui tout était promis, y compris gagner un titre mondial, chose qu'il n'a jamais faite. Il était pas content, voilà, il y a eu passage de gestion de la colère, et cette colère, il l'a transformée en énergie positive, et il est revenu à NXT, il a gagné le titre, voilà, il a quitté la WWE il y a 15 ans en étant un garçon, un garçonnet, il est revenu en étant un homme. L'histoire est belle, il a gagné le Rumble, parce que sa carrière en dépendait, c'était l'opportunité, à ne pas manquer, et il l'a fait. Et il s'en moque de savoir qui il va affronter. En plus, on nous refout du Oui. Ricochet. Et au fait, si Ricochet, moi, je m'en fous. Ouais, Ah non, je m'en fous. tu t'en fous pas, mec. Je pense que Non, je pense que tu t'en fous pas, ouais. après tout le mail que tu t'es donné, non, je pense Ouais. pas que tu t'en foutes. D'ailleurs, ça me fait penser parce que j'ai eu le sentiment, je sais pas si tu l'as eu aussi, quand après la défaite de Luke Gallows, quand Aleister Black va passer se faire tarter par The O.C., là ils sont en train de discuter en coulisses, AJ Styles, Ouais. il dit, et je crois qu'il dit, écoute, c'est un miracle qui t'ait battu, et qui sait, peut-être qu'un miracle arrivera encore à Ricochet à Super Showdown. Mais que du coup, limite, ce serait génial parce que comme ça, derrière, lui, il va gagner son gauntlet et ce sera le premier pour aller lui piquer son titre. Donc, c'est en Ouais. fait, tu vois, genre, et je crois que c'était un peu ça qu'il disait. Donc, tu vois, même dans les promos innocentes où il a rien à voir en coulisses, AJ Styles, en fait, sous-entend que, putain, en fait, ce serait génial que Ricochet gagne parce qu'après, derrière, moi, comme ça, je lui prends le titre peinard. Et, et c'est nickel, tu vois. Donc, donc c'est vraiment. Personne ne jusqu'au bout, respecte quoi. Ricochet. Personne ne respecte, quoi. Sauf si Drew McIntyre qui dit qu'il. Enfin, non, bah, il Ouais, s'en fiche. mais non, il s'en fout. Ouais, il s'en fout. Bon, alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette interview Je te sens tiédasse sur cette interview, toi, non? Moi, Je sais j'ai pas, vraiment beaucoup aimé, hein. Ouais. J'ai adoré cette promo parce que je trouve qu'elle raconte plein de choses intéressantes, aussi bien pour Drew McIntyre que la WWE en général. Je trouve que c'est une promo qui était pleine d'humilité et qui sonnait vraiment juste de la bouche de Drew McIntyre. Je pense pas qu'on lui ait, tu vois, genre filé un texte en disant bah voilà, va falloir que tu t'écrases, dire que ce que t'as fait avant c'était de la merde et tout. Je pense qu'il le pense vraiment, et Ouais. c'est une belle morale aussi pour parfois ce qu'on peut entendre sur des mecs qui sont sous-utilisés, mal utilisés, qui mériteraient d'être champions, machin. En fait, sa promo, elle était top, et son parcours, son histoire, elle est top pour montrer que, en fait, non, regardez, c'est à des gars comme ça de se bouger le fion, de se sortir les doigts du cul, et de saisir vraiment les opportunités qu'on leur offre, parce que ce gars-là, il était arrivé quasiment au sommet à 21 ans à la WWE, adoubé par Vince McMahon, The Chosen One, futur champion du monde, truc de dingue et tout. C'était assez hallucinant à l'époque, je m'en souvenais. En plus, c'était très drôle de revoir les images, de voir sa tête à l'époque par rapport à aujourd'hui. Ouais. Le gars a triplé de volume, C'est il a des incroyable. poils partout, c'est assez drôle. Et de le revoir avec sa chemise couleur stabilo bleu, là, horrible, dégueulasse. C'était assez marrant, et de se dire bah voilà, en fait t'as beau arriver avec une cuillère d'argent dans la bouche, en fait si tu fais de la merde, si t'es trop sûr de toi, si tu bosses pas assez, finalement tu finis à faire du air guitar avec des jobbers avant de te faire virer Ah oui. 6 mois plus tard, quoi. Avec Et l'image du Free MB, effectivement. ouais, et je trouve que c'est une belle histoire parce que des gars comme ça à la WWE, il y en a eu des dizaines, genre Des dizaines. et qui se sont fait dégager par la charrette, et
dont on n'a jamais rien entendu parler. Enfin, ils sont partis faire des galas, des trucs dans des garages devant 200 personnes. S'ils ont eu un peu de chance, ils ont capitalisé sur leur nom pour aller à Impact, à la ROH, j'en sais rien, ou à la EW maintenant pour certains, tant mieux pour eux. Mais au final, des mecs qui ont réussi finalement à revenir et avoir un tel succès, tu vois, il est revenu, il s'est remis en question, il a taffé sur son physique, sur son catch surtout. Il est revenu, il est arrivé, il a refait ses gammes à NXT. Et maintenant, tu vois le mouse que c'est, la promo que c'est, le charisme que c'est. Tu te dis, bah voilà, c'est juste une super success story. Et en même temps, je trouve que ça remet un peu le clocher au centre du village. C'est comme ça qu'on dit, l'église au centre du village. L'église, ouais. Qui est souvent accompagné de son clocher, oui. Souvent accompagné de son clocher, c'est vrai. Et voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup d'humilité et beaucoup de réel dans cette promo. Et s'ils vont jusqu'au bout avec la victoire de Drew McIntyre à WrestleMania, et ben vraiment, ce sera une très belle histoire. Donc j'espère qu'ils vont continuer à taper là-dessus. Et cette promo était la bienvenue, vraiment pour relever un peu le nez de la semaine dernière où j'ai trouvé Drew McIntyre, là pour le coup, dans le cliché de tout ce que je veux pas voir. Là, c'était nettement mieux. T'as vraiment envie de t'identifier au mec, quoi. Ouais. Non, moi, effectivement, alors, je vais dire tout de suite ce qui m'a un peu gêné, mais c'est presque malhonnête de ma part. C'est tout simplement parce qu'effectivement, je la connais déjà beaucoup, son histoire. Ah oui. Je regarde évidemment, si tu regardes le network, il y a pas mal de choses qui sont dédiées à Drew McIntyre. Et du coup, c'est vrai que il m'a raconté quelque chose que je connaissais déjà. Mais voilà, je vais être honnête, effectivement, le mec pue le charisme. Le format était vraiment cool, c'était hyper naturel. Caruso, plutôt bien. L'interview était plutôt bien menée. Tu voyais qu'effectivement, des fois, ils s'interrompaient mutuellement. Enfin, il y avait vraiment un côté plus naturel, plus vrai Ouais. dans les interviews. Ça sentait beaucoup moins le script. Bon, évidemment, ils ont leur histoire à raconter et ils ont leur bullet point et ils doivent placer des mots-clés. Mais tu sentais que de toute façon, c'est ce qui fait, c'est ce qui l'a rendu beaucoup. Enfin, ce qui accompagnait aussi son festin, c'est effectivement cette histoire incroyable que tu as mise à l'honneur, qui est de l'or en barre pour la WWE. Ce mec-là, il a probablement une des meilleures histoires, si ce n'est la meilleure histoire, à l'heure actuelle, en termes de success story, que Bah peut oui. mettre en avant la WWE. Donc, c'était franchement, effectivement, c'est un exercice qui a été plutôt efficace et qui rappelle à tout le monde qui il est. Et, c'est un beau message aussi envoyé, je pense, à pas mal T'as pas mal de mecs dans le de roster ou mecs pas dans le mal roster, de dans le mecs de dans ouais, l'indépendant aussi, hein. Ouais. ouais. Euh, C'est pas parce qu'une fois que tu as signé à la WWE qu'on t'a donné ta chance que le plus dur est fait et on va au contraire, on va te demander plus, encore plus que ce qu'on te demande probablement ailleurs. On sait que c'est la galère, quand tu es en indé, que tu vas dans des salles, et que ça te paye on te paye ce que ça te paye juste les bidons d'essence que tu as mis dans ta bagnole. Mais crois pas qu'une fois que tu es à WWE, tu es dans un canapé. Au contraire, en fait, on va te faire le piège, on va te foutre dans un canapé. Tu vas facilement te mettre assis tranquillement peinard dans un canapé et puis, 6 mois plus tard, sans même t'en rendre compte, tu vas te retrouver dans la charrette parce que tu te seras pas sorti les doigts du cul. Et c'est pas pour rien, je pense on en reparlera peut-être plus la semaine prochaine avec le retour de John Cena, mais c'est pas hmm. pour rien que dans, l'émission là sur le network, sur la Ruthless Aggression, era, dans l'épisode formidable qui est dédié à John Cena, l'histoire qu'on nous raconte, c'est celle-ci, c'est l'histoire d'un mec qui a failli laisser filer, Bah oui. sa chance parce qu'il était trop à l'aise. Il pensait que justement, on lui avait donné ce statut de chosen one avec cette arrivée, fracassante et puis 1 an plus tard, en fait, il s'est retrouvé dans la mélasse et il a fallu se mettre en question. Il avait failli se faire virer et le mec, s'est mis une claque le matin, il s'est réveillé, il s'est mis une claque, et il a fait: «Je peux pas rester comme ça, il faut que je fasse quelque chose». Et il y a effectivement, c'est dans l'air du temps, quoi, en tout cas, WWE, cet aspect-là. Le mec Ouais, mais qui se réveille, toi. c'est vraiment, enfin, c'est vraiment important. Et tu vois, enfin voilà, je trouve que cette promo, elle est importante, et elle envoie un message qui est super clé. Et t'as beau connaître son histoire, tu vois, je pense qu'il y aura plusieurs niveaux de lecture. Il y aura ceux qui connaissaient pas son histoire et qui du coup Mmh. bah, se diront putain, Drew McIntyre, c'est génial ce qui lui arrive, j'ai trop envie d'être pour lui. Et puis il y a ceux qui connaissent son histoire comme toi et moi et qui je pense, enfin, ce qu'il faut en retirer, c'est ce message-là.
Je dis pas ça parce que je suis fan de la WWE et tout, mais je trouve que ça envoie un message important. Alors je pense que ceux qui bug la longueur de journée, qui disent ouais c'est la WWE, c'est des enfoirés, machin, lui il est sous-coté, tout ça, je m'attends pas à ce qu'ils comprennent spécialement le sous-texte de cette promo. Mais pour ceux en tout cas qui pourront, on va dire, recevoir le message, je pense que c'est une vraie leçon d'humilité pour beaucoup de gens, ce type de promo. Parce que quand il dit que c'était un loser, que c'était un tocard, qu'il a mérité de se faire virer, parce qu'il dit tout ça dans sa promo, hein, et que voilà, il aurait jamais dû se laisser aller comme ça et tout. Certains pourront croire que c'est du script. Moi, je pense vraiment que ce genre de mec est assez intelligent pour être capable limite d'écrire ce type de texte, quoi. Ah bah oui, parce que de toute façon, c'est un discours qui tient depuis Ah bah oui. depuis plusieurs mois, après plusieurs années. Ouais, Hein. ouais. C'est vraiment quelque chose qu'il a partagé dans des interviews avant même de briller comme ça, la WWE. C'est ça. Donc voilà. Bon, bah en parlant de vérité, une autre vérité qui a suivi, c'est R-Truth qui... alors, est-ce que ça existait déjà dans Truth TV? Bah oui. Oui, on est d'accord. Non, mais Ouais, ça existait déjà. Avec Carmella, ils en ont fait plein. Mais Ouais. oui, tu as raison. L'invité de ce soir, c'est Bobby Lashley, et plutôt les invités, puisqu'il est accompagné de Lana, pour nous parler un petit peu du gauntlet match qui aura lieu ce jeudi pour gagner. Alors, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce trophée encore à la con, là? Ouais, Le je sais même pas comment Mountain ça se Trophy. prononce. Ouais, Twake. c'est le... Ouais, Twake, je sais pas, c'est le gratte-ciel qui est là-bas, ouais. Je sais pas. Ouais, Mountain Twake Trophy. Donc voilà, un nouveau... Encore un truc qui va prendre la poussière sur une étagère. Il y a beaucoup de questions, hein, Chouf, il y a beaucoup de questions. Mélana l'interrompt. Ce soir, il y a un match avec Bobby Lashley. Et Chouf dit ah là là, mais Bobby Lashley il est quand même très 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 gros, très très costaud. Il préférait lui faire une interview plutôt que. Allez, il lui demande même s'il allait voir le film Sonic. Ouais, j'ai pas compris s'il y avait une blague ou pas, mais Je sais pas s'il y a une blague ou si c'est juste une question totalement idiote et random. c'est peut-être ça, ouais. Genre, il veut gagner du temps et du coup, il lui pose le premier truc qui lui passe en tête. Et ça se trouve, le mec, il a vu la BO de Sonic, enfin la bande origine, la bande annonce de Sonic, et qui a l'air d'être un drôle de film une fois de plus. Toujours est-il que Lana, elle veut qu'il y ait un match, et du coup, il y a un match. Et Lashley, il démonte R-Truth, malgré le petit hommage à John Cena. Ouais, ça fait quelques matchs qu'il fait ça, ouais. Oui, là, effectivement. Oui, non, mais il faut qu'il y ait un truc avec John Cena la semaine prochaine, une petite interaction avec R-Truth, ce serait vraiment bien. Et voilà, une victoire de Bobby Lashley qui part. Je vois bien, moi, remporter ce trophée, Bobby Lashley. Ouais, ça lui irait bien. Il a une bonne tête à porter ce trophée. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ça lui irait bien. Alors, il y a une signature de contrat. Oui. C'était le grande bordel. Signature. Oui. Sacrée signature, parce qu'il y avait 6 contractuels, voilà, contractants. 6 parties, oui. Voilà, 6 parties. 6 parties. Jerry Lawler en maître de cérémonie, évidemment, puisqu'il y a des femmes. C'est les femmes, donc oui. Et voilà. Donc, et Jerry Lawler est un homme à femme. Alors, putain, il a bafouillé comme. Ah, mais il était ému, hein, forcément. Ouais, il était trop d'émotion. Ouais. C'est l'émotion, monsieur, c'est l'émotion. Le pantalon, il n'a même pas besoin de se forcer. Si on présente donc Asuka, Natalya et l'ancien Riot Squad. Shayna n'est pas là. Elle est quelque part, mais elle n'est pas là. Elle est dans les parages. Asuka interrompt Lawler, Dieu merci, en gueulant des trucs en japonais de façon hystérique, comme elle sait le faire. Tout le monde commence à signer. Il y a de la tension à droite à gauche. Shayna Baszler débarque. Elle signe. Elle s'en prend un petit peu à. Voilà, il y a un petit peu une petite passe d'armes avec Natalya. On se défie du regard. Asuka pousse Natalya, mais genre violent. Comment elle a éjecté la Canadienne pour lui choper le Mac et gueuler après Shayna en l'implorant de la mordre. Oui. Mors-moi. Natalya attaque, c'est le bordel, tout le monde se fout sur la tronche, grosse brawl, et Becky débarque, alors qu'il ne restait plus que Shayna bien contente de son petit numéro. Ça se fout sur la tronche une fois de plus, et puis ça se termine comme ça. Donc oui. Gros bordel. Casting très bancal, hein, on l'a déjà dit pour cette chaîne d'élimination. Oui. Et moi, je suis désolé, mais
Je comprends pas en fait. Enfin, Bah non. tout est fait, mais à l'envers de à l'envers de à l'envers. Là, regarde, c'est comme regarder Memento, là, ce film. Tu connais Memento? C'est un... Non. Il raconte une histoire à l'envers en fait. Tu vois Ah! d'abord la fin et au fur et à Ah mesure, bah oui. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu ça. C'est ouais, Qu'est-ce qu'on va faire là pendant 40 jours, quoi? bah, on va rien enfin, ouais, c'est un peu le problème. J'ai trouvé que le segment, de Shayna là qui avait mordu Becky Lynch, bon voilà, c'était what the fuck, c'était super, choquant, divertissant et tout, j'avais plutôt bien accroché. Et après il y a eu l'annonce de cette Elimination Chamber et ce casting, complètement foireux. Et on se heurte un peu, bah, enfin de toute façon on se répète semaine après semaine, hein, mais on se heurte aux mêmes écueils que le Lesnar, McIntyre qui part, presque de trop loin. Enfin, pas forcément trop loin, mais en tout cas, ils entretiennent zéro suspense en fait avec ce qu'ils proposent. De la même manière qu'ils envoient Ricochet pour taper sur Brock Lesnar, où personne n'y croit. Là maintenant, on nous fait croire que Shayna Baszler dans une Elimination Chamber, surtout de la façon dont c'est booké, parce qu'il n'y en a que pour elle et pour Becky Lynch, on nous fait croire que elle va perdre contre l'ex Riot Squad, Asuka qui a perdu 2 fois contre Becky Lynch le mois dernier, et Natalia. Bon, merde quoi. Enfin, genre, il y a rien à voir dans ce match. L'Elimination Chamber. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont nous faire les ex du Riot Squad qui se toisent du regard en mode ouh, et le public qui va vibrer parce que c'est un moment incroyable de nostalgie. Je suis pas sûr. Il va y avoir des interactions incroyables entre Asuka et Natalia parce que bah voilà, elles se détestent maintenant qu'elles se sont poussées pendant la signature de contrat. Honnêtement, cette Elimination Chamber m'emballe pas du tout. Au demeurant, j'avais trouvé que le segment de la signature de contrat était plutôt fun parce que Asuka était assez drôle à gueuler en japonais sur tout ce qui bouge et puis la scène de gros bordel à la fin, c'est toujours efficace. Mais enfin voilà, en fait, on attend que ça se passe parce que on sait déjà on connaît déjà la fin, quoi. Donc c'est 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 encore une fois très compliqué. Je pense que malheureusement, en fait, à partir du moment où ils avaient annoncé le line-up, ils avaient aucun moyen de rattraper vraiment ce match. Je vois pas comment ils auraient pu nous hyper pour ce match à Elimination Chamber. Maintenant, ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce truc. Franchement, c'est vrai qu'on attend un peu que ça se passe, quoi. Ouais, tant que ça se passe, j'espère, voilà, moi j'espère juste avoir quelques bons segments, semaine après semaine, entre Shayna et Becky, mais même ça, je sais pas, je suis à moitié je suis pas tant hypé que ça, parce qu'il y a quand même vraiment une sensation de redite par rapport à l'année dernière, où on essaie de presque refaire un peu la même chose, tu vois? Avec Ah bah cette sorte de clairement, hein, on essaye de refaire la même chose, hein. voilà, là, ça a marché, du coup, ça y est, on refout, C'est la combattante du MMA, ça ouais, part en brawl dès que ça peut partir en brawl toutes les semaines parce qu'elles se détestent. voilà, Et puis ça dit des gros mots pendant les promos parce que c'est sérieux. ouais. Donc oui, oui, on est sur une redite, sauf que cette fois Becky est championne, donc on verra s'ils arrivent à nous créer autre chose. Moi, je suis pas forcément, j'enterre pas complètement cette rivalité. Je pense que, à mon avis, passer l'Elimination Chamber, ça peut, à coup de bonnes promos, à coup de segments choc, ça peut être assez sympa. Mais ça ne rivalisera jamais avec ce qu'ils ont fait l'année dernière. Donc c'est vrai qu'ils partent avec un handicap Mmh. qui est fort, quoi. On arrive, au main event qui était en trois actes là, Oui. ce main event. Première partie, les Street Profits qui débarquent, il y a un title match, ce jeudi pour le titre, contre Seth Rollins et Murphy, si j'ai bien compris, qui a perdu d'ailleurs son Oui. prénom Oui, au il a perdu son passage. prénom depuis la semaine dernière, ouais. Ou D'accord, depuis OK. 2 semaines déjà, je crois. OK. Bah, OK. Ouais, je pense qu'il y a un quota. Il y a un quota tous les Je ans, ils pense, doivent, s'ils jouent à la roulette. Ils jouent à la roulette. On a un match, complètement, oubliable entre Angelo Dawkins et Murphy, avec, les autres, zigotos dans leur coin. Seth qui intervient pour provoquer une DQ, donc victoire de Dawkins. S'en est suivi un match entre Seth Rollins et Montez Ford qui lui a, eu le mérite d'être quand même un peu plus solide. 15 minutes de bonne baston entre les deux.
Montesfort qui est toujours sous coke là. Ouais, c'est incroyable. C'est assez incroyable, le mec il va dans tous les sens. Je pense que le gars il va dans 2 ans, il fait un burn-out quoi, c'est pas Ah ouais, possible. ouais, c'est pas Et possible. visiblement il est comme ça aussi à la maison, hein, d'après sa chère et tendre Bianca C'est qui Belair. Ah, c'est bien Belair, ça chère étendre. Ouais, sa chérie c'est Bianca Belair et je sais plus dans une interview, il est comme ça aussi à la maison. Oui, il est comme ça à la Oui, maison. pareil. C'est épuisant. Donc j'imagine, on a quand même eu un bon match hein, entre Rollins et Ford, Oui, 15 très minutes. sympa, très Ouais, sympa. Ouais. avec donc la victoire de Seth Rollins avec son finisher. Euh, Et puis, on a eu un autre match, Randy Orton, Kevin Owens. Gros match également, mais qui a duré un peu moins longtemps, ça a duré 8 minutes, mais dans lequel Seth Rollins était impliqué, tout simplement, puisqu'il est arrivé aux abords du ring. Alors, il est arrivé aux abords du ring, je sais plus à quel moment il est arrivé aux abords du ring. En fait, il est resté Ah oui, il resté était après déjà son là. match, en fait. Ils ont pas bougé, les mecs. Ouais. T'imagines si tout le monde faisait ça à la fin, le bordel. Ouais. Ce serait Lumberjack match à chaque fois en main event. Donc voilà, donc tu as tous les potes de Seth Rollins qui débarquent. Je crois qu'un peu plus tard, les Viking Raiders sont arrivés avec les Street Profits aussi. Oui, bah, il fallait équilibrer, ouais. Ouais, pendant le match entre Orton et Kevin Owens, ça fout le bordel. Et à un moment donné, alors attends, c'est Seth Rollins est-ce qu'il intervient? Je sais plus. Si, ouais, il distrait Kevin Owens. Il distrait Kevin Owens, Orton qui place un DDT. Et surtout, on a un compte de 3, pardon, hyper rapide de la part de l'arbitre. Oui. 1, 2, 3. C'est vrai qu'il ne me disait rien, cet arbitre. Ouais, cet arbitre qui ne disait rien, qui avait une drôle d'allure, qui avait Ouais. pas une tête d'arbitre habituelle. Et ça s'est révélé derrière, effectivement, être plus qu'un simple arbitre, puisque au moment où Seth Rollins donne des chaises à Orton pour en finir avec Kevin Owens, Kevin Owens se rebiffe, il prend également une chaise à son tour, je crois, et Oui. à plusieurs fois, en fait, l'arbitre intervient pour empêcher Kevin Owens de vraiment réussir son coup, puisqu'à un moment donné, il lui reprend sa chaise, je crois. Donc il y a des interventions de l'arbitre et Kevin Owens en a ras le cul. Randy Orton se barre. Kevin Owens balance l'arbitre à travers une table sous le regard pétrifié de Seth Rollins qui, juste avant, on a découvert que l'arbitre avait un t-shirt Et du Messie. Du Messie, donc c'est un disciple. Un disciple du Messie. Seth Rollins feinte de ne pas être au courant. Est-ce qu'on a là le début, tout simplement, d'une nouvelle, d'un nouveau culte, hein. Ouais. Moi j'ai trouvé ça très fun. Je sais pas si c'est parce que je crois que le mec est un inconnu. C'est un jeune. C'était vraiment pour le fun de l'angle. Mais cette notion que Seth Rollins commence à faire tourner des têtes au point d'enrôler des jeunes influençables, des jeunes naïfs dans son culte. Je trouve que c'est assez fun. Dans ton culte. Dans ton culte, ouais. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé, moi, cet angle de l'arbitre qui était du coup à la solde de Kevin Owens et qui révèle son t-shirt, tel un fanatique qui portait son t-shirt sous son truc d'arbitre, ce blaireau. Je trouve que c'était vraiment très drôle. Le match au demeurant, juste avant Orton, Kevin Owens, c'était pas extraordinaire, mais voilà, tu sentais qu'ils ont récité leur gamme pour arriver à l'angle final. Mais globalement, je trouvais ça plutôt intelligent parce que du coup, tu files une petite victoire gratos à Randy Orton qui fait pas de mal. Et puis comme ça, on va dire que la feud d'Orton-Owens se solde un petit peu d'elle-même. Orton gagne et puis Kevin Owens se refocalise tout de suite sur Seth Rollins puisque c'est à cause de lui qu'il a perdu ce match. Voilà un petit développement un petit peu plus fun que ce qui se passe depuis plus d'un mois maintenant avec des sempiternelles variations et des combinaisons de matchs qu'on avait entre Owens, Murphy, Ivar, les Viking Raiders, AOP, Samoa Joe, Street Profits, tout le monde se croisait.
Bah voilà, là on a mixé tout ça avec un peu de Randy Orton et puis un petit peu d'angle original avec l'arbitre. Donc moi ça m'a bien fait marrer. Et puis ça ouvre la porte, comme tu dis, à peut-être d'autres angles de ce type-là. Qui sait, peut-être que la semaine prochaine, ce sera des mecs en coulisses qui feront partie du culte. Tu sais, le preneur de son, le caméraman, Ouais. le mec du traiteur, qui vont piéger Kevin Owens parce qu'en fait, on se rend compte que Seth Rollins a le bras long et que sa secte se grandit de jour en jour. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je trouve ça très, 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 très fun cette semaine. Ouais. Ouais, ça peut donner lieu, à des, séquences, visuelles, enfin télé, toi, très, très fortes, hein, où effectivement, genre des mecs enlèvent tous leur Ouais, t-shirt et en fait en dessous ils se révèlent être des disciples, ouais, ouais, enfin un peu comme ce qu'on avait eu, avec la Wyatt Family, avec ouais, ouais, les ouais, il y avait exactement. les gamins et cetera, même s'ils sont jamais allés aussi loin, hein, c'est marrant, tu vois? Finalement la Wyatt Family c'était très confidentiel, il y avait pas vraiment de mecs qui se faisaient enrôler plus que ça. Mais Heu, non, mais quitte à jouer la carte du gourou ouais, complètement frappé et aveuglé par son truc, bah, jouez-la à fond, quoi, parce que sinon ça risque, au bout d'un moment, on risque de se lasser un petit peu de l'acte et ça va devenir un peu lambda, je pense. ouais, Bah là, voilà, allez-y, vas-y, c'est la secte. euh, Il faut jouer le jeu, quoi. ouais. Donc voilà un nouvel angle qui, clôture cet épisode de Monday Night Raw. C'est l'heure, si tu veux bien, du mot de la fin. Yes. Est-ce que tu peux nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Alors, mon top, je reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé, mais c'est la promo de Drew McIntyre que j'ai trouvé top et et un bon rebond après Mmh. son échec de la semaine dernière. Voilà, Drew McIntyre qui nous fait encore un tout étalage de son charisme et du potentiel qu'il peut avoir au niveau de son personnage. J'ai trouvé que c'était un super segment. Et mon flop, je vais le donner aux filles et aux, le, un peu paradoxal, mais mine de rien, c'est peut-être aussi pour ça que ça mérite un flop. C'est-à-dire que le segment de signature de l'Elimination Chamber était plutôt bien fait. Et malgré ça, j'ai zéro hype pour le match. Et je pense que ça en dit long sur l'écriture, sur le booking pour l'instant de la rivalité féminine à Raw. C'est que malgré un segment pas trop dégueu, bah en fait, tout ce qu'il y a derrière, on s'en fiche un peu. Donc j'ai trouvé que on brassait beaucoup d'air cette semaine pour finalement rien du tout. Donc c'est mon flop. Et puis bah, ma note, ça restera quand même plutôt une bonne note, parce que je vais mettre 3,75. Oh! 3,75 parce que, tout simplement parce que j'ai trouvé que Raw avait bien relevé le niveau par rapport à la semaine dernière, était revenu dans la bonne direction, un petit peu à tous les étages de la carte, où enfin on avançait en termes de booking, hormis sur les filles, on avance un petit peu partout. Mmh. Et les promos ont bien plu, les matchs ont bien plu, donc c'était globalement un bon épisode. Ouais. Mon flop, je le donne à la promo de Paul Heyman Oui, qui, ouais, voilà, je crois qu'en termes qui de méritait aussi. hype, on pouvait pas être, moins hypé, le truc. Mon top, je vais le donner, à l'opener entre Orton et Kevin Owens, mmh, qui, bah, tout comme pour, l'interview de Drew McIntyre, ça puait le vrai, ça sentait le vrai, tu vois? Vrai, c'était les Ouais, vrais ouais. sentiments qui étaient Mm. en jeu. Et ma note, et ben écoute, moi j'ai passé effectivement un bon moment, devant ce Monday Night Raw. Comme tu dis, globalement, on a avancé, un peu partout. On a même commencé à avancer sur des trucs d'après, tu vois? Avec l'histoire avec AJ Styles, avec, voilà, il y a une espèce de, je sais pas, on a posé quelques graines pour deux trois trucs, ce qui est toujours cool à l'approche de WrestleMania. Ouais, quand Heu, même, hein. Mm. de poser des graines sur, toutes les choses qui peuvent se passer avant, pendant et après. Et c'est ça qu'on aime aussi, hein, à l'approche de WrestleMania, c'est d'avoir de l'excitation, on n'est pas exactement sûr de ce qui va se passer, et ça a pas mal joué. Donc 3,5 pour moi pour cet épisode. C'est bien. Ah oui, un très bon épisode de Monday Night Raw. Bah, c'est le dernier épisode, tout simplement avant le show en Arabie Saoudite. Et Eh oui, ouais. demain après-midi, enfin en tout cas à Tu vas le l'heure où nous regarder toi en enregistrons. direct? Écoute, c'est demain à 18h, je verrai. Je verrai. Peut-être pas en direct, mais je me brancherai peut-être à un moment dessus, ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est ce que je fais en général pour ces shows-là, à 18h, c'est un peu tôt, voilà. Oui,
Il y a sera du peut-être monde à la compliqué de maison, choper le donc début, mais bon, ouais. Et puis là, je serais pas sur place, je serais en déplacement, mais je me cacherais dans les toilettes pour le regarder, toi. je louperais peut-être l'opener Ricochet contre Brock Lesnar, du coup. Ah c'est- le pré-show. Enfin, le pré-show, ouais, pardon. Ouais. Peut-être que j'aurais pas le temps de le voir, ça. Ouais. Bon, en tout cas, si vous avez le temps de nous écouter, c'est facile. Catch Up, votre podcast qui résume et analyse les shows de la WWE chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles de podcast, Apple, Google, PodCloud, Spotify, Deezer, YouTube. Vous les connaissez. N'hésitez pas à commenter sur la vidéo YouTube ce que vous avez pensé, à partager votre top, votre flop et votre note pour cet épisode de Monday Night Raw. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, des étoiles, des cœurs, des petites reviews. Ça nous aide à être mieux référencés, surtout ça nous fait plaisir de vous Ah bah faire oui, aussi. plaisir. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour... Oh, je pense que quelqu'un va se dévouer pour faire l'analyse de Super Showdown. Écoute, on verra, on tirera ça à la courte paille. Bon, qui va review le flop 2020 de Catch Up? Attends, on sait jamais. Des fois, il y a des bonnes surprises. Ouais. Pas les enterrer, c'est parfois quand on les attend le moins. Ouais. Ouais, exactement. Eh ben, c'est une fois de plus, je te remercie, Giscal, pour ta présence. C'est un plaisir, merci à toi. Ton esprit critique. Je vous remercie également tous nos auditeurs et nos auditrices et on vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, évidemment, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Il a mouillé son biscuit. Ah bah, ça me fait plaisir pour lui, tu vois. Ah bah ouais, carrément.